Félix Tshisekedi a-t-il cédé une partie de notre pays à l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est? En tout cas, c'est l'impression que beaucoup de Congolais ont aujourd'hui, au moment où nous vous parlons. L'Est du pays est contrôlé par plusieurs armées étrangères, notamment l'armée burundaise, ougandaise, l'armée tanzanienne, l'armée kenyane, l'armée sud-soudanaise. Ce sont là quelques armées qui contrôlent une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est à la suite de notre adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est que Félix Tshisekedi, le président congolais, a invité des armées étrangères pour tenter d'en finir avec les M23, comme le disait-il sur les antennes de France 24. Et non, ces armées ne sont pas venues combattre les M23. D'ailleurs, quelques officiels ougandais sont allés jusqu'à dire qu'ils ne vont pas combattre les M23 qui sont du reste leurs frères. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il commis le péché qui lui restera collé sur sa peau toute la vie? Est-ce que c'est dans le souci de trouver des solutions aux problèmes congolais que les chefs de l'État a fini par se piéger? Ou va-t-on croire au contraire, peut-être que c'est à l'issue de cette occupation des armées étrangères dans la partie Est qu'une solution magique serait trouvée pour que la paix revienne dans cette partie du pays? La grande question qui reste à poser, pour ma part, j'ai déjà donné mes réflexions sur les solutions à apporter à cette problématique d'insécurité. Félix Tshisekedi est-il le problème de la situation d'insécurité dans la partie Est? Est-il un atout à ajouter aux solutions à venir? C'est cela la grande question que nous allons poser à notre invité de ce jour. Union sacrée aujourd'hui, transformée à une coalition gouvernementale, Union sacrée égale gouvernement. Professeur Mbata dénonçait à l'époque du FCC, ils ne comprennent pas le fait que tout un gouvernement se soit muté à une force politique, à une plateforme électorale. D'après cet expert en matière de constitution, l'acte posé hier par le FCC était un gros péché qu'il ne fallait pas commettre. Aujourd'hui, l'Union sacrée, l'IDPS au pouvoir, le parti de Mbata trône à la tête du présidium de l'Union sacrée, qui est aujourd'hui une coalition composée de tous les membres du gouvernement ainsi que des chefs de corps. Mbata peut-il revenir sur ce propos, présenter ses excuses à la nation, ou va-t-il démissionner? Qu'est-ce qui va se passer à l'entretemps? Nous allons voir les chances de réussite de cette plateforme électorale. Est-elle sur les traces du FCC qui avait connu un fiasco juste après sa mise en place? Vous vous rappelez, le FCC n'a pas réussi à faire élire Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle de 2018. Va-t-on vivre le même scénario avec Félix Tshisekedi qui est sur les traces, d'après certaines personnes, de Joseph Kabila Kabange? C'est ça, à la recherche de fonds auprès des RFI, France 24 et Canal+, un censeur qui va aller chercher de fonds auprès de ces médias qui pourrait probablement un jour sanctionner. D'ailleurs, ça a déjà été le cas avec Canal+, qui s'est vu contraint de sanctionner l'une des chaînes sur son bouquet. Est-ce que ne pouvait-il pas aller auprès de son interlocuteur qui est l'autorité de régulation de la République française, l'équivalent du CESAC en RDC? Bossembe est-il à sa place? Est-il en train de tâtonner? Ce qui lui est arrivé, a-t-il mérité d'après certaines langues? Est-ce que c'est le karma de ces insultes contre l'ancien président de la République qu'il a, avec fierté, qualifié de matière fécale à la télé? Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Est-ce qu'on a suspendu le processus électoral? On n'en parlait pas assez depuis la mise en place de l'Union sacrée, le gouvernement Samadé. Le processus électoral, il connaît toujours des petits retards. Hier, je suis tombé sur une image des enfants qui se font enrôler. Et une autre image qui m'a choqué, c'était celle de Denis Kadima qui dit, mais écoutez, ils peuvent s'enrôler, mais nous avons des dispositifs qui vont exclure ces enfants du fichier électoral. Est-ce que ce fichier électoral garde-t-il encore toute sa crédibilité? En tout cas, pour en parler aujourd'hui, nous recevons, après un long moment, Jean-Serge Tchibin. De Tchibin, on va être bilingue, hein? Amoro français, Amoro lingala.
on va faciliter la compréhension. Mbote Ndeko. Mbote, très cher frère. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous étions en mouvement ces derniers temps. On a été demandé de gauche à droite par la population. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Nous sommes dans une période critique de notre pays. Nous devons aimer ces pays. Nous devons travailler pour barrer la route à cette aventure de mauvais goût qui continue à s'aimer les désordres, la désarticulation des institutions de notre pays, l'harmonie, la solidarité qui régnait au sein de la population congolaise. Cette aventure de mauvais goût s'appelle l'Union sacrée. Très bien. Aventure de mauvais goût, certainement on va en parler tout au long de cette émission. Comment va le PPRD? Le PPRD se porte à merveille. 4 ans d'opposition déjà. Son président national, Joseph Kabila, se porte à merveille. Son secrétaire permanent, l'infatigable, le professeur Emmanuel Ramazan Chadak, se porte très bien. Les cadres et militants qui sont restés fidèles aux idéaux du parti sont debout, vigilants et continuent à travailler pour l'enracinement, la redynamisation des structures du parti. Donc, le militant et cadre, le fidèle, les kabilistes d'une manière générale, nous sommes debout, nous sommes en bonne santé et nous sommes déterminés à mettre hors état de nuire M. Tshisekedi, l'Union sacrée et l'UDPS. Vous avez connu quand même beaucoup de départs. Beaucoup de poids lourds ont quitté le PPRD. Le PPRD est un Bochab grand est parti. Adolphe Lumanu est parti. Célestin Tundaya Kassende est parti. Le PPRD est un grand parti. Le PPRD est un grand parti. Le PPRD reposait sur ses vieux loups. Aujourd'hui, le PPRD, avec cette jeunesse que vous incarnez, n'est-elle pas aussi fragile que le PPRD d'il y a 5-10 ans? Le PPRD est un grand parti de gauche, l'un des partis les mieux implantés en République démocratique du Congo. L'un des partis les mieux organisés, les mieux structurés en République démocratique du Congo. Le PPRD, 21 ans après, reste la première force politique de notre pays. Le PPRD, 21 ans après, reste ces partis qui continuent à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. 21 ans après, le PPRD continue, via son président national, notre secrétaire permanent, reste ces partis qui continuent à prôner le valeur républicaine, le valeur de paix, de justice, de travail. Le PPRD est un parti des masses. La force du PPRD n'est pas forcément ses caciques. La force du PPRD réside dans ces millions de personnes que drainent ces partis qui est dirigé par Joseph Kabila. La force du PPRD aussi, c'est sa jeunesse que nous incarnons aujourd'hui. La force du PPRD, c'est cette jeunesse qui est restée constante. C'est cette jeunesse qui a été formée pour assurer la relève parce que Joseph Kabila savait qu'un jour, la transhumance politique qui bat son plein aujourd'hui arrivera. Voilà pourquoi, il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans passés, il nous avait déjà parlé du renouvellement de la classe politique. Et ce renouvellement-là, aujourd'hui, c'est fait naturellement. Ce renouvellement-là, c'est fait par le biais de la transhumance. C'est fait aussi. Vous ne regrettez pas les départs du vagabondage politique. Le PPRD ne regrette pas. Le PPRD, 21 ans après, de tous ces a connu plusieurs départs. Avant cette vague de vagabonds politiques que vous avez cité, le PPRD a fait connu le départ de Vital Kamerhe. Là, c'était un individu qui était parti. Le PPRD, il est parti avec honorable Claudel Lubaya, honorable Ewanga et les autres. Ils étaient nombreux. Le PPRD a connu le départ de Moïse Katumbi et tous ces caciques qui étaient autour de lui. Le PPRD est resté la première force politique. Le PPRD est resté stable parce qu'aussi, il était au pouvoir. Maintenant, la réalité de le départ après le pouvoir... Le PPRD totalise aujourd'hui 4 ans à l'opposition. Le PPRD est stable parce que à la tête de ces grands partis, nous avons aussi un visionnaire qui avait su anticiper
sur ce qui devait arriver aujourd'hui. Très bien. Les C'est qui le visionnaire? Joseph Kabila, bien sûr. On peut parler de lui quand même. Donc, Joseph Kabila savait qu'il devait investir son énergie, tout ce qu'il a dans sa jeunesse, parce qu'il savait que sa jeunesse-là ne va pas les décevoir. La jeunesse du PPRD est une jeunesse formée, instruite, mais aussi une jeunesse des valeurs. Je voudrais vous poser une question sur Joseph Kabila, quand même. C'est le président du parti, c'est ça, non? Tout à fait. Très bien. Comment il gère le parti? Le PPRD est un parti structuré. Parce qu'il ne vient pas aux réunions. Joseph Kabila est président national. Il ne vient pas au siège. Quand vous prenez nos statuts et les règlements de l'intérieur, le président national ne gère pas le parti au quotidien. La gestion du parti au quotidien revient au secrétaire permanent. Voilà pourquoi il est chaque jour au bureau. Parce que c'est lui qui gère le parti chaque jour au quotidien. Le président national n'est pas lié à la gestion effective du parti. Évidemment, le président national peut venir s'il est invité, s'il veut prendre part à une réunion, il est invité ou il s'est fait inviter dans une réunion. Mais le président du parti, c'est lui qui convoque le réunion du bureau politique, qui ne se font pas chaque jour, parce que le parti est géré par le comité exécutif national, très bien, qui est dans le secrétariat permanent. Vous avez répondu à cette question, je prends la suivante. Jean-Serge Tchibin, on parle un peu de Joseph Kabila, comme toujours. Est-ce que le PPRD ne reste pas stable parce que Kabila est en vie? Le jour où Kabila n'est plus, je ne souhaite pas sa mort, mais tous, nous serons appelés à quitter cette terre des hommes. Pensez vraiment que le PPRD va survivre, mais connaîtra-t-il pas la triste fin qui est arrivée au parti de Lumumba, le Palou de Gizenga, et les MNC de Lumumba, et tout ce grand parti que nous avons connu, mais qui sont disparus après les décès du leader. Est-ce que le PPRD aujourd'hui ne résiste pas parce que Kabila est en vie? Si Joseph Kabila investit des moyens énormes pour l'encadrement des jeunes du PPRD, pour l'encadrement du cadre du PPRD, c'est pour que ces partis-là vivent au-delà des hommes. C'est pour que ces partis-là soient le plus grand parti au niveau de l'Afrique centrale. C'est pour que ces partis-là arrivent à un standing de l'ANC. C'est pour que ces partis-là emboîtent les pas des ZANU-PF et des autres grands partis au niveau de l'Afrique. C'est ça la vision de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, aujourd'hui, il ne s'était pas trompé. Pour accomplir ces missions-là, pour arriver à ces stades-là, Joseph Kabila avait besoin des hommes. Des hommes disciplinés, des travailleurs, mais surtout des fidèles disciples qui devaient mettre en exécution sa vision, ses idées, pour que nous puissions arriver à ces stades-là. Sans des hommes capables à imprégner la vision de Joseph Kabila, la vision de notre parti, on ne pouvait pas atteindre ces stades-là. Imaginez que nous étions encore au parti avec tous ces gens qui sont partis à cause du vagabondage et de la transhumance politique. Vous croyez que le parti allait résister après Joseph Kabila? Non. Aujourd'hui, je pense que Joseph Kabila a ces hommes qu'il avait besoin. Joseph Kabila a des moyens humains qu'il avait besoin pour que ces partis soient un parti qui est censé fonctionner dans le futur, qui est censé vivre au-delà des hommes que nous sommes. Ça, c'est d'après la vision de Kabila. Maintenant, par rapport à l'appropriation de cette vision, est-ce qu'il est possible d'imaginer le PPRD sans Kabila? Kabila en retraite, il dit, bon, écoutez, notre président national est un être humain. Je vais faire l'élevage, notre faire des photos photos comme il en a l'habitude actuellement. Notre président national... le PPRD va-t-il survivre à ce moment-là sans Je répondrai à votre question. Notre président national est un être humain, comme vous, comme moi. Tout être humain est appelé... Et prendre sa retraite. Non, non. Ouais. Tout être humain est appelé un jour à rendre l'âme. Bon, on a écarté cette hypothèse. C'est ce que où il prenait sa retraite. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je vous ai expliqué que le travail qu'il fait maintenant, c'est pour pérenniser cette œuvre qui est le PPRD. Avec des hommes qu'il avait besoin
et qu'il a aujourd'hui. Et ce travail-là se fera sans faute. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, Joseph Kabila ne fait plus la politique. Il est dans l'élevage, il est devenu infirmier et tout ça. Faire l'agriculture, ce qui est vrai aussi, hein. Faire l'élevage pour Joseph Kabila, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de mettre les idées des musées, que vous avez appelé de cultiver, de penser au sol. L'autodétermination. L'autodétermination, de penser au sol avant de passer au sous-sol. Parce que les matières premières et tout ça peuvent disparaître un jour. Il faudrait que nous puissions tourner nos yeux vers le sol. Alors, Joseph Kabila pourra prendre ou peut prendre sa retraite politique pour dire que je ne suis plus politique. Je ne pense pas que c'est le moment. Parce que la République démocratique du Congo, notre pays, a énormément besoin de Joseph Kabila. La République démocratique du Congo n'a pas encore un homme expérimenté en matière de gestion comme Kabila. Très bien. Il est le seul. Dernière question. Et avoir une source intéressable comme Joseph Kabila, je crois qu'il a encore de la force, de l'énergie. Il a encore des choses à donner à ce pays et qui est la République démocratique du Congo. Très bien. Je sais que Joseph Kabila avait déçu beaucoup de gens qui lui demandaient de se représenter, avoir un troisième mandat, mais lui les a déçus. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le PPRD est sur la même démarche de vouloir faire revenir Joseph Kabila. S'il ne revenait pas, ça serait... Le président national, Joseph Kabila, est notre candidat naturel. Il est président national du parti. C'est lui le dauphin naturel. C'est lui le candidat naturel. S'il y a élection aujourd'hui ou demain, c'est lui notre candidat naturel. À moins qu'il dise, je ne veux pas être candidat, je vais aligner tel ou tel. Très bien. À moins que le congrès du parti décide, le président national décide, ensemble avec le congrès, que nous allons désigner tel, pour qu'il puisse nous représenter. Mais pour tout kabiliste averti et permanent, membre du PPD, tout le monde sait que notre candidat naturel, c'est Kabila. C'est Kabila. Et notre candidat gagnant, c'est Joseph Kabila, parce que ce soit au PPRD, moins encore dans l'opposition ou encore au pouvoir aujourd'hui, il n'y a pas un homme aussi expérimenté, aussi chevronné dans les affaires politiques dans notre pays comme Joseph Kabila. Merci. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il a encore beaucoup de choses à donner et surtout mettre cette expérience encore au service de la nation pour résoudre les problèmes que l'UDPS et l'Union sacrée. On va voir ce que l'avenir va nous réserver. Kabila est un homme de surprise. Le parti compte sur lui, mais est-ce que lui pourrait mordre à l'hameçon? C'est la grande question qui reste autour de la candidature de Joseph Kabila Kabange. Alors, Jean-Serge Tchibin, la situation sécuritaire aujourd'hui est catastrophique. Nous avons été agressés, je fais un bref résumé. On a été agressés par les M23, soutenus par le Rwanda. Et puis après, Félix a signé à l'EAC. L'EAC nous a envoyé ce troupe. On nous avait dit que ces troupes entreraient par Bunagana pour combattre, ce qui a été contredit par les éléments de la force de l'EAC sur terrain qui ont dit qu'ils ne sont pas venus pour combattre, ils sont venus pour exécuter la feuille de route de Nairobi et ajouter la feuille de route aussi de Luanda. Aujourd'hui, notre pays, votre pays est divisé, occupé par ces armées étrangères. J'ai cité ici le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie et la République sud-soudanaise. Jean-Serge Tchibin, ces armées sont venues avec leur administration. On ne sait pas quantifier les nombres de minerais qui seront pompés. Ils font payer les taxes. Aujourd'hui, nous sommes entre l'occupation, la balkanisation et le pillage. Est-ce que vous pensez que nous serons à mesure, dans un bref délai, de récupérer la situation sous Félix Tshisekedi et de remettre les choses dans leur état? D'autant plus que cette même force régionale, à travers certains officiers, ont dit qu'ils resteront au pays jusqu'à ce que nous aurons une armée républicaine et une police professionnelle. Est-ce que nous serons à mesure, sous Félix Tshisekedi, de reprendre le contrôle de la situation
et imposer l'autorité de l'État partout. D'entrée de jeu, je dirais non. Je vais vous expliquer pourquoi je dis non. L'M23, avec Joseph Kabila, c'est quelque chose qui appartenait au passé. Joseph Kabila nous a laissé une armée forte, républicaine, à la 9e position ou 8e position sur le plan africain. Quand Félix Tshisekedi accède à la magistrature suprême, il reconnaît que j'ai trouvé une armée forte, une armée républicaine, structurée et organisée. Et structurée et organisée. Donc, si l'armée n'était pas organisée, structurée, M. Félix Tshisekedi n'allait pas accepter qu'il avait trouvé une armée forte, structurée et organisée. Mais curieusement, un président qui trouve dans un pays une armée républicaine, structurée et organisée, fait appel aux rebelles qui ont été vaincus par l'armée républicaine. Ces chefs rebelles se déplacent de l'Ouganda, du Rwanda, jusqu'à Kinshasa pour négocier avec le gouvernement en place. La vidéo existe, M. Mbata, le soi-disant professeur, nous l'avait dit, que le représentant du M23 et d'autres mouvements était ici pour négocier avec le gouvernement. Les Congolais ne se sont jamais posé la question pourquoi les gouvernements avaient fait appel à ces dirigeants pour négocier. Et pourtant, ces mouvements n'existaient plus, ces mouvements appartenaient au passé. À partir de cette question, vous allez comprendre que toutes les démarches, toutes les approches politiques, sécuritaires qui ont été adoptées, qui ont été levées au niveau des options qu'il fallait prendre, toutes ces options ont été biaisées. Les démarches ont été biaisées parce que on a fait du n'importe quoi. Après cette démarche, le gouvernement n'arrive pas à discuter, à conclure un accord ou à trouver un terrain d'entente avec ces chefs rebelles. Problème, ces gens se déplacent à l'insu du gouvernement et des autorités congolaises des hôtels où ils étaient logés pour regagner la bourse, pour regagner les armes. Qu'est-ce que le gouvernement avait promis à ces chefs rebelles? Quel est le mobile qui avait poussé le gouvernement à faire appel à ces gens pour discuter encore avec le gouvernement congolais? Quel était l'intérêt du gouvernement congolais en ce moment-là? En tête avec les chefs de l'État, qui avaient reconnu qu'il y avait une armée républicaine, il y avait une armée forte à la 9e position sur le plan africain. Tout est parti de là. Comme cette démarche a été biaisée, comme les options qui ont été levées à ce stade-là. Est-ce que c'était une démarche de bonne foi? Cette démarche, qu'elle soit de mauvaise ou de bonne foi, elle a été une mauvaise démarche. Parce que c'est sur base de cette démarche que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui va arriver. Après cette démarche, le chef de l'État et le gouvernement vont enclencher une autre démarche, d'aller visiter les pays voisins et leurs dirigeants pour trouver une sorte de paix, pour mettre sur pied une sorte de dialogue afin de mettre fin à la guerre à la partie est de notre pays. Mais cette démarche-là sera parsemée de beaucoup d'embûches. Pourquoi? L'ancien conseiller privé, ex-collègue de Jimmy Kitenga Makala, M. Bifeble, je l'ai sali, va nous sortir, avant qu'il nous sorte cette déclaration, déjà des accords sont signés. Le gouvernement congolais signe des accords avec le Rwanda et l'Ouganda. Les accords avec le Rwanda, c'est sur l'ordre des Sakima et sur certains jugements. Ces accords sont bâclés. Le montant ne sont pas connus. Ces accords ne sont pas publiés dans les journaux officiels. La République démocratique du Congo signe les accords avec l'Ouganda concernant la construction d'une route qui serait partie de la République démocratique du Congo jusqu'en Ouganda. Nous avions posé des questions à cette étape-là. Quel est l'intérêt pour le Congo de construire une route qui va traverser les frontières congolaises jusqu'en Ouganda?
qu'est-ce que nous apportons à cette partie du territoire-là en Ouganda? Qu'est-ce que l'Ouganda nous apporte en termes d'échanges économiques? Et combien coûterait cette route en termes de moyens? Cette route aura combien de kilomètres? Est-ce que les études d'impact environnemental ont été faites à ce niveau? Aucune réponse n'a été donnée. Mais bien après, quand la population met la pression, on nous traite d'haineux, on nous traite d'injustes et tout ça. On nous a taxé de tous les mots. Mais après, on va nous donner raison. Parce que, après cette démarche, monsieur Tshisekedi, après avoir signé les accords avec le Rwanda et l'Ouganda, va traiter monsieur Paul Kagame, par qui les mal nous arrivent à l'est de notre pays, d'un monsieur fiable, d'un partenaire sérieux, d'un partenaire nécessaire pour la paix à l'est de notre pays. Nos minéraux étaient partis. Nous avions cédé les minéraux en contrepartie pour retrouver quoi? La paix à l'est de la République. Le président était-il de bonne ou de mauvaise foi? Je ne sais pas. Mais pour confirmer cette thèse, les conseillers privés de M. Félix, qui est en prison, va faire une déclaration. Il dit ceci: les chefs de l'État étaient partis de bonne foi, discuter avec M. Paul Kagame. Proposer le win-win. On lui a proposé un contrat win-win. On dit, ça ne sert à rien de semer la terreur, ça ne sert à rien de tuer les Congolais. Nous allons nous partager les minéraux de notre pays. Comme vous avez un carnet d'adresses fourni, vous allez aller chercher les partenaires pour nous les amener et exploiter les minéraux congolais. Partant des choses qui ont été dites par les conseillers privés, partant des accords qui ont été signés, des accords bâclés, non publiés dans les journaux officiels, on savait que la République démocratique du Congo, dirigée par M. Félix, sera roulée. Parce que jusque-là, il n'y avait aucun contrat. Aucun contrat qui était mis sur la place publique, signé dûment par les deux représentants des deux pays. On savait que c'était un bradage de minéraux qui était fait par M. Tshisekedi et le gouvernement congolais. Après cette étape de ces accords, l'armée congolaise déjà tirait les sonnettes d'alarme pour dire au gouvernement, après échange, après les combats de plusieurs mois, nous ne sommes pas en guerre avec le M23. C'est le Rwanda. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Comme le gouvernement, comme les chefs de l'État étaient en discussion approfondie avec M. Kagame pour céder nos minéraux, Patrick Mouyaya et le gouvernement nous dira non. Ah non, c'est faux et tout ça. Les porte-parole de l'armée, la vidéo existe, dira que nous avons des effets militaires. Nous avons les armes, les munitions, nous avons même des tenues militaires. Nous avons même, rappelez-vous de cet épisode, nos vaillants soldats avaient même captivé ou capturé vivants quelques Rwandais. Quelques Rwandais, militaires rwandais. Qui ont été rendus par la suite. On nous les présente, témoins, la MONUSCO et autres organisations non gouvernementales en charge des droits de l'homme. On dit voilà, nous avons quelques Rwandais en main. Vous qui doutez que la guerre que nous sommes en train de subir dans notre pays ne venait pas de Rwanda, voilà les Rwandais, voilà leur tenue, voilà leur munition. En leur place de bondir sur cette opération réussie de l'armée, qui avait mis la main sur le militaire rwandais pour mettre à nu le Rwanda, pour déstabiliser Kagame, pour prendre l'ascendant sur le Rwanda, notre gouvernement va aller par le dos de la cuillère. Un sommet est organisé à Luanda. On impose au chef de l'État congolais de se déplacer de Kinshasa jusqu'à Luanda pour aller discuter avec qui? Paul Kagame. En tête à tête. Et cette fois-là, la République est encore giflée. La République est encore mise à genoux. Parce que M. Tshisekedi va se déplacer de Kinshasa jusqu'à l'Angola, à Luanda. Paul Kagame ne se déplace pas. Et Paul Kagame donne la condition. Pour que je me déplace jusqu'à Luanda, on doit d'abord prendre des militaires qui ont été arrêtés, les amener à Luanda et les transférer directement dans mon pays, au Rwanda, pour que je me déplace. Ce qui fit fait. On a pris les militaires rwandais qui ont été arrêtés,
on les a amenés à Luanda. À partir de Luanda, on les a mis dans un jet privé jusqu'au Rwanda. Et à la fin de ces sommets, Kagame n'est pas arrivé. Donc, la République a été roulée. M. Tshisekedi a été roulé. L'Union sacrée a été roulée dans la farine. Et l'UDPS a été roulé. Alors, très bien. Je voudrais... Après cet épisode, vous allez comprendre cette histoire des divorces qui va arriver. Est-ce que c'était un vrai divorce ou un divorce de façade? Divorce entre qui et qui? Monsieur Kagame et monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. C'est après cet épisode que le gouvernement va accepter, bien après, en retard, que nous sommes agressés par le Rwanda et que le Rwanda serait notre agresseur officiellement. Après cet épisode, on va maintenant enclencher le processus de Nairobi pour qu'il y ait des tripartites entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda afin de discuter pour trouver des solutions durables sur la question de paix. Mais nous, en tant que des politiques avertis, des analystes avertis, nous avions dit que nous n'allons pas sortir gagnants dans cette tripartite. Pourquoi? Les agresseurs par qui les mal nous arrivent au Congo, c'est le Rwanda et l'Ouganda, et que tant que ces gens n'auront pas un discours sincère, ces gens n'auront pas une collaboration sincère avec le gouvernement congolais, et du fait de l'amateurisme et de l'apprentissage de ceux qui sont au pouvoir, nous serons roulés de discussion en discussion. Rappelez-vous, jusqu'à preuve du contraire, on a fait signer à M. Félix Tshisekedi cet accord avec l'EAC, la République a été roulée. On avait dit que le militaire rwandais et ougandais ne seront pas dans cette force spéciale. À notre grande surprise, on a trouvé les militaires rwandais. On avait dit que une fois que cette force spéciale, qui est une force d'appui qui devait accompagner nos FARDC sur le terrain, ces militaires sont arrivés ici. Première déclaration, nous ne sommes pas venus ici pour nous battre contre l'M23. L'M23, ce sont nos frères, nous ne pouvons pas les battre. Et surtout, ils diront ceci, nous ne sommes pas ici pour aller en guerre contre les rebelles, mais nous sommes venus pour trouver des solutions diplomatiques et politiques afin de retrouver la paix à l'Est. Mais une question que les Congolais se sont posées. Comment des centaines d'hommes ont traversé les frontières pour arriver au Congo avec des armes lourdes, avec des armes sophistiquées? Laissez-moi vous poser cette question. Arriver sur le sol congolais, ces gens disent que nous n'allons pas nous battre, nous sommes ici pour de voies pacifiques et diplomatiques, c'est justement... sans laisser des doutes pour un processus équitable, mais surtout pour un processus de paix qui allait nous amener à une conclusion de paix à l'est de notre pays. Jean-Serge Tchibin, c'est justement ça, l'aîné du problème, et c'est là même le contexte dans lequel je voudrais poser cette question. Vous avez bien fait de rappeler l'histoire, toute l'histoire et tous ces faits. Vous n'êtes pas à côté de la réalité, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais alors, il y a une question que j'ai posée. Cette situation que nous avons aujourd'hui, où des armées étrangères ne sont pas venues pour combattre le rebelle qui nous inquiète, mais sont venues pour faire observer les processus diplomatiques et politiques. Est-ce qu'il s'agit, de l'occupation, de la balkanisation, 3, du pillage de nos ressources naturelles par cette famille, cette nébuleuse force qui s'est installée dans la partie Est? Première question. Avant de répondre à votre question, vous en tant que Congolais, nous en tant que Congolais, nous devions nous poser des questions. Parce que quand vous gérez une république comme la nôtre, vous devez avoir des aspirations, vous devez avoir une vision globale, vous devez avoir une vision sectorielle par rapport à chaque organisation, à chaque association ou organisation non gouvernementale. Quand vous voulez adhérer, quand vous voulez prendre part à un sommet, à une organisation, en tant que République, vous devez vous poser la question. Nous allons adhérer, par exemple, dans l'EAC. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Quel est notre positionnement quand nous adhérons, par exemple, dans l'EAC? Quels sont les pays majeurs? Quels sont les pays meneurs de cette organisation? Et quand nous, République démocratique du Congo, nous allons adhérer dans cette organisation,
quel sera notre positionnement? Nous serons en 40e position. Ce sont des questions légitimes, ouais. En termes de force, en termes des rapports de force. Voilà. En termes de droit de veto. Troisièmement, en adhérant dans l'EAC, le Congo gagne quoi? Ce sont des questions qui devraient précéder notre adhésion. Ce sont des questions importantissimes qui devaient être posées par les dirigeants. Qui devaient précéder notre adhésion à l'EAC. Très bien. On n'a jamais eu des réponses fiables à toutes ces questions. Ce que vous pensez, On n'a jamais eu et au moins on pensait qu'ils avaient des réponses. Voilà, on n'a jamais eu des questions. Ouais. Maintenant, comme on n'a jamais eu des questions, nous avions adhéré. En adhérant, ces forces arrivent dans notre pays. Les missions pour lesquelles ils étaient ici, ils n'arrivent pas, ou elles n'arrivent pas à les accomplir. Nous avons l'armée rwandaise, nous avons l'armée sud-soudanaise, nous avons l'armée burundaise, l'armée tanzanienne et tout ça. Mais toutes ces armées sont incapables de combattre l'ennemi. Non, ils ne sont pas incapables. Ils sont incapables. Non. Parce que s'ils étaient capables... D'après eux, ils ne sont pas venus combattre. Mais non. Ça, au moins, ils l'ont dit clairement. Voilà pourquoi je vous ai dit... C'est la feuille de route. Hein. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en adhérant à l'EAC, nous devions nous poser des questions. Parce que l'entendement des Congolais à l'arrivée de ces forces, on se disait que ces forces sont venues ici pour combattre à côté de nos forces. C'est ce qu'on a fait croire au peuple. Voilà. Par le régime en place. Voilà. Comme on nous a fait croire. Mais cela n'était pas la vérité. Comme on nous a fait croire des choses qui ne sont pas en réalité des choses qui se sont faites, qu'est-ce que le Congolais pense maintenant de l'EAC et de ceux qui nous dirigent aujourd'hui? C'est justement la question. On a été roulé. C'est justement la question que je On a été roulé. La force de l'EAC est-elle une force d'occupation, une force qui est venue concrétiser la balkanisation, ou juste une force de pillage de nos minéraux? C'est une force d'occupation qui a des missions précises. Je vous avais averti une fois sur ce plateau. Le Rwanda, petit pays en termes de superficie, petit pays en termes de nombre d'habitants. Mais le Rwanda, c'est le pays qui demande à la Grande-Bretagne d'avoir des moyens pour que le Rwanda puisse héberger les Syriens, pour que le Rwanda puisse héberger tous ces Africains qui sont arrêtés, certains sont en détention, en Libye. Les sans documents, Les sans documents en Libye et dans des déserts au niveau de l'Afrique du Nord. J'avais dit aux Congolais, le Rwanda est une machine de violence. Le Rwanda... Une machine de violence. Une machine de violence. Paul Kagame, connaissant les faiblesses de son pays, connaissant que c'est un homme qui doit tout faire pour avoir des terres. Des terres pourquoi? Pour l'élevage, pour l'agriculture. Les terres pourquoi? Pour dominer au niveau de l'Afrique centrale. Paul Kagame, dans son souci d'avoir des terres, est implanté même ici en face. Congo-Brazzaville. Soi-disant en train de faire l'agriculture. Aujourd'hui, nous avions décrié à l'époque, quand le M23 sont arrivés à Bunagana, nous avions dit au gouvernement, connaissant la position géographique de Bunagana, les gens ne peuvent pas quitter le Rwanda et entrer directement à Bunagana sans passer par l'Ouganda. Personne ne nous a vécu. Nous avons démontré par A plus B que les M23, qui sont en réalité des Rwandais, sont partis du Rwanda et sont passés par l'Ouganda pour venir nous assiéger. Donc, si le Rwanda est à Bunagana, c'est avec la bénédiction de Museveni. C'est avec la bénédiction de l'Ouganda. Personne ne nous avait cru. Aujourd'hui, c'est confirmé. Voilà pourquoi nous vous disons. Notre armée républicaine et loyaliste ne s'est pas battue avec le M23. Et c'est après cette annonce de retrait, ou avant cette annonce, les médias internationaux avaient mis sur la place publique qu'il y aurait des négociations entre le gouvernement et les rebelles. Mais du côté du gouvernement, on avait nié. Mais 4 ou 5 jours après, on apprend par des mêmes médias que le terroriste
se retire de certaines zones ou de certains territoires de notre pays et que la force spéciale de l'EAC va prendre possession de ces territoires laissés par la M23. Mais curieusement, dans ces cas-là, vous voyez que à Bunagana, ou dans une partie de Bunagana, quand le mouvement terroriste se libère ou se retire de ces zones, qui prennent place? C'est l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda? Parce que l'Ouganda avait servi au Rwanda des bases arrières au Rwanda pour récupérer quoi? Bunagana. Comme les Rwandais, via les M23, sont venus pendant 9 mois, ils ont pris l'or, ils ont pris toutes les richesses possibles qu'ils pouvaient trouver. Ils ont géré les services de sécurité, ils ont géré la douane, ils ont tout géré, ils sont partis. Maintenant, c'est le tour de l'Ouganda de s'en servir, de pomper les minéraux, mais aussi de s'en servir comme ils veulent. Après, ils partiront. Et avant même l'arrivée de l'Ouganda, dans cette partie de Bunagana, mais l'officier supérieur de l'armée ougandaise nous avertit que nous sommes au Congo jusqu'à ce que la paix sera rétablie. Mais c'est quel délai ça? Alors qu'on nous avait dit que l'EAC au Congo, c'est pour un délai de 6 mois. Mais le militaire ou l'officier ougandais, qui est le fils de Museveni, nous dit que nous allons partir du Congo jusqu'à ce que la paix puisse revenir, jusqu'à ce que le Congo aura une armée républicaine. Donc, nous n'avons pas une armée aujourd'hui. Voilà pourquoi l'EAC s'accapare des territoires congolais jusqu'à ce que M. Tshisekedi se construise une armée républicaine capable de défendre notre pays. Alors, ma question est celle de savoir, parce que là, vous avez dit clairement que c'est une force d'occupation. C'est une force d'occupation. Alors, nous allons réfléchir sur des solutions à apporter. Vous ne pensez pas que la solution viendra avec Félix Tshisekedi? Ça, c'est votre position. Cette position ne changera pas. Donc, Félix ne sera pas en mesure de trouver la solution à ce problème. Non. Très bien. Nous admettons que cette hypothèse pourrait être vraie. Mais si elle est vraie, comment résoudre le problème sans lui? Parce que nous avons en face un régime qui ne s'assume pas. Un régime, un gouvernement qui ne fait que rejeter la responsabilité aux autres quand ça ne marche pas. Rappelez-vous de l'épisode état de siège. Nous avions dénoncé. Ah, vous aimez bien rappeler les faits? Ah oui. Parce qu'il n'y a pas aussi une histoire, une science aussi têtue que l'histoire. Il n'y a pas une science aussi têtue que l'histoire. Et l'histoire doit nous enseigner, l'histoire nous rappelle les faits importants pour que nous puissions bien avancer dans l'avenir. Nous avions dit à l'époque que cette décision de déclarer l'état de siège était une décision précipitée. Cette décision était une décision fantaisiste, populiste. Cette décision n'apportera pas de solutions escomptées au problème de l'Est. On ne nous avait pas cru. 3 ou 4 mois après, on nous dira que il n'y avait pas une organisation en amont pour que cette organisation-là accompagne l'état de siège. Quelques mois après, on nous dira que l'argent qui doit être décaissé ou l'argent qui était décaissé et qui devait servir aux militaires pour gagner la guerre sur le terrain, cet argent est détourné à Kinshasa. Par qui? On ne nous a jamais donné une réponse quant à ça. Après, on va nous dire aujourd'hui que l'état de siège est un fiasco. C'est la population. C'est la société civile. Dieu étant bon, le chef de l'État reçoit quelques membres ou quelques ressortissants de la communauté du Grand Nord. De la communauté du Grand Nord. Cette population qui vit les atrocités, qui vit avec la guerre, dit clairement au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, ayez le courage de mettre fin à cet état de siège. Car cette solution n'a rien apporté au problème que nous vivons sur le terrain. Elle n'apportera jamais quelque chose si vous insistez avec cette solution. Les acteurs que vous avez nommés, les militaires qui vous avez envoyés là-bas, sont des acteurs ou des opérateurs économiques. Le gouverneur militaire commence à inaugurer des bâtiments administratifs avec leur nom. Commence à inaugurer le rond-point
commence à inaugurer quelques kilomètres de route. Les militaires nommés pour combattre l'ennemi, pour restaurer, parce que le seul objectif de l'état de siège, c'était de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie. Ces militaires-là, aujourd'hui, nous disent, ah non, oui, la paix n'est pas revenue, nous avons récupéré combien de localités? Quelques localités, oui. Combien de localités étaient assiégées? Et quelle était la réponse de Félix à la communauté? Combien de localités étaient assiégées? Combien vous avez récupéré? Aucune réponse. Aucune réponse. Et la population dit au chef de l'État, mettez fin à l'état de siège parce que l'état de siège a échoué. Quelle a été la réponse du chef de l'État? Ah non, l'état de siège n'était pas ma décision. Ma décision. C'était la vôtre, c'était votre décision. Bon, c'était notre décision, nous acceptons. Vous avez mis en application le besoin du peuple, la demande du peuple. Le même peuple vous dit, mettez fin à notre demande. Parce que cette demande n'est pas productrice de solutions escomptées. Maintenant, répondez à ma question. L'état de siège continue à faire des morts. On tue des gens. Alors, répondez maintenant à ma question. Vous pensez que Félix ne sera pas à mesure de trouver la solution à la situation sécuritaire de l'Est qui aujourd'hui est très, très inquiétante? On a plusieurs groupes armés, on a la MONUSCO, on a les forces de l'EAC. D'après vous, Félix ne sera pas à mesure de trouver la solution. C'est-à-dire qu'il faut envisager des solutions au problème de l'Est sans lui. On suppose qu'il partira aux élections de 2023. Au cas où il partirait en 2023 à la suite des scrutins, parce que c'est ça le moyen légal, comment le nouveau dirigeant compte trouver des solutions rapides à la situation de l'Est? Il faudrait sortir de l'EAC. Sortir de l'EAC. Après notre sortie de l'EAC, donner un délai maximum de 30 jours à tous ceux pays qui avaient envoyé leurs troupes sur le sol congolais, de prendre leurs bagages et de regagner leur pays. Plier bagages et s'en aller. 30 jours. 30 jours. En dehors des 30 jours. Toute force armée étrangère sur le sol congolais qui ne va pas obéir ou obtempérer à cet ordre-là sera considéré comme ennemi. Et le FARDC seront dans l'obligation de le pourchasser ou de pourchasser ces forces-là. 2. Ça, c'est déjà 3. 3. Ouais. Rompre des relations diplomatiques. Rompre des relations diplomatiques avec l'Ouganda et le Rwanda. C'est pas comme maintenant là, avec M. Tshisekedi, où on nous dit oh non, on n'a plus de relations diplomatiques, alors que l'ambassade du Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, à Kinshasa, ça fonctionne. Il y a quelqu'un là-bas qui fait l'intérim des Karega et tout ça. Donc, rompre des relations diplomatiques. Avec le Rwanda et l'Ouganda. 3. Ça, c'est 4. 4. Il faudra revoir s'il y avait un accord. Certainement, il doit y avoir un accord. Certainement. Que ce régime avait donné à Paul Kagame. D'installer les QG de Rwandais à Goma. On nous a dit qu'on a rompu les relations diplomatiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, les QG de Rwandais, c'est à Goma. Est à Goma. Est à Goma. Le QG de Rwandais est à Goma. Mais le QG de Rwandais est à Goma. Aucune décision officielle n'a été prise pour que ces QG soient ramenés à Kigali. 5. Il faudrait une réorganisation de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, les vaillants soldats qui sont formés pour combattre, qui sont formés dans l'art de la guerre, ces vaillants soldats sont mis de côté. Certains sont arrêtés. Je pense au général Yav. Je pense à tous ces généraux qui sont incarcérés injustement en prison. Alors que leur place, c'est au front. Ce sont eux qui devaient se battre avec l'ennemi. Parce que tout ce qu'ils ont appris comme travail, c'est de faire la guerre. Défendre l'intégrité territoriale. Défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Aujourd'hui, on les a arrêtés, on les a jetés en prison. On a pris qui? Des bureaucrates. On a pris des militaires administratifs. Ceux qui sont formés dans l'administration de l'armée. Ce sont ceux-là qu'on a envoyés au front.
Et vous avez des résultats. Il n'y a pas très longtemps, ici, il y a un mois, un général qui était ici, cité dans toutes les chansons, publicité comme un grand commando. Il est devenu TikToker. Non seulement TikToker, l'un a causé des dégâts matériels graves et des dégâts suicidaires à l'est de notre pays. On aurait appris plus de 300 soldats seraient morts au front à cause de sa turpitude, à cause de ses décisions irréfléchies. Et il serait rappelé ici à Kinshasa ou entendu. Il est même remplacé. On aurait appris qu'il serait entendu par les services de sécurité. Il serait même remplacé sur le théâtre de qu'il serait aussi remplacé, comme vous le dites maintenant. Donc, tout ça, ça prouve quoi? Est-ce que vous pensez que ces solutions sont faciles pour un nouveau président qui viendrait après Félix en 2023? C'est facile, Kabila l'avait fait. Nous avons bâti le Rwanda en 13 jours ou 8 jours. Vous aimez toujours revenir sur Kabila? Ah oui, parce que c'est le seul expert en matière de guerre que nous avons. Le seul expert qui a vécu le Rwanda. Qui a vaincu Paul Kagame. C'est le seul. En lieu et place d'attendre le départ de Félix, c'est pour appliquer ces solutions. Pourquoi Kabila ne pourrait-il pas n'a jamais été consulté. Déplacer, aller au palais de la nation pour sauver la nation? Il n'a jamais été consulté. Et pourtant, il avait promis à la nation qu'il reste au service de la nation. Attendez, Serge Tchibé, attendez. Est-ce que vous avez suivi les révélations de Pero Luara qui dit que Félix aurait envoyé des gens voir Kabila? Qui sont ces gens? Il est passé par Fort Niassime qui aurait envoyé ses experts à Kabila. Qui sont ces gens? Ses émissaires à Kabila pour lui dire, mais voilà, Félix a besoin de vous voir, d'échanger avec vous. Si ces choses sont vraies, qu'il est devenu éleveur et agriculteur, il parle plus politique. Je dis, si ces choses... Ici, vous dites que non, voilà, il est disposé. Très chers frères, très chers compatriotes, réfléchissons. Si ces choses sont vraies, Kabila habite Gelem. Kabila habite Gelem, la commune de la Gombe. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi habite Mongalema. Dans la commune de Ngalema. Pour que lui se déplace pour venir voir Kabila, en tant que son compatriote, en tant que son prédécesseur, en tant qu'un expert que la République a, il doit passer par Fort Niassime. On dit que le téléphone de Kabila, le numéro qu'il avait donné ne passe plus. Comment, Patrick Lokala? Comment? C'est lui qui gère cette République. On dit que son numéro... C'est lui qui gère cette République. Il est injoignable. C'est lui qui a les services. Donc, il s'est localisé là où Joseph Kabila se trouve. Il doit les localiser. Il peut même se déplacer. Il peut même improviser une visite. Et connaissant l'homme de Kingakati, il ne va pas refuser. Rappelez-vous de l'époque. Parce que moi, j'aime l'histoire. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph Kabila. Il a quitté ici le palais de la nation et Gelem pour venir voir qui? Jean-Pierre Bemba. Vous voulez que Félix fasse la même chose? J'ai dit Joseph Kabila pour l'intérêt de la République. Apprêtez-moi la photo de l'intérêt de la policier Oyo Bakanga qui pour ma nomination. Joseph Kabila pour l'intérêt de la paix. Pour l'intérêt de la nation. Qu'on a arrêté pour Joseph Kabila pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de la cohésion nationale, de la solidarité nationale. Joseph Kabila s'était déplacé. L'histoire doit nous enseigner. Joseph Kabila s'était déplacé en personne au volant de sa Jeep Mercedes jusqu'à la résidence. Vous voulez que Félix fasse la même chose? Jean-Pierre Bemba. Vous voulez que Félix fasse la même chose? Et ça, c'est un homme d'État. Un homme d'État doit se surpasser devant les éventualités, devant les intérêts de la République. On se dépasse. On pense à la République, on passe aux intérêts de la République. Très bien, il nous restait très peu de temps. Joseph Kabila savait le faire. Il nous restait très peu de temps. On va voir si Kabila va finalement ouvrir son téléphone pour recevoir l'appel de Félix Tshisekedi. Parce qu'avant de venir chez autrui, vous devez pas forcément au téléphone. Vous devez Joseph Kabila a des adresses bien connues. Il est devenu à Kinshasa, à Lumumbashi, partout où il vit, ses adresses sont bien connues. Il est devenu impénétrable. Alors, Jean-Serge Tchibin,
il y a une forte polémique née à la suite de la mise en place des policiers. En général, je dis un commissaire divisionnaire nommé Ndonda serait aux arrêts depuis le week-end dernier pour avoir, on lui reprocherait, je parle au conditionnel, de n'avoir pas favorisé certains officiers issus de l'espace Grand Kassaï, et l'homme serait arrêté, entendu, dans le locaux des services de renseignement militaires. Cette information, nous l'avions eue depuis le week-end dernier. Mais est-ce que la situation a évolué? On ne sait pas. Où se trouve-t-il? On ne sait pas. Jean-Serge Tchibin, qu'est-ce qui se passe désormais au sein de mise en place? Il y a toujours des polémiques qui naissent à chaque fois qu'il y a des mises en place. À chaque fois que le président prend des ordonnances, il y a toujours des polémiques. Qu'est-ce qui se passe finalement à chaque fois que le président décide? Il faut qu'il y ait des polémiques, il faut qu'il y ait des contradictions. Qu'est-ce qui se passe finalement autour des nominations? Nous sommes entrés, la République est en train de nager dans les préparations. La République nage ou est en train de nager dans l'impréparation. Quelle impréparation? Vous aussi? Dans l'amateurisme, dans le clientélisme, dans le favoritisme. La République aujourd'hui est en train de baigner dans le tribalisme en outrance et le tribalisme animal. Comment un officier qu'on peut considérer comme gestionnaire des hommes, de la banque des données, des hommes en uniforme, concernant la police, peut être responsable d'une ordonnance du chef de l'État? Eh bien, c'est lui qui a proposé les noms. C'est quoi d'abord, ou c'était quoi son travail? Son job description, c'était quoi? Lui, en tant qu'expert de la police, il ne travaille pas seul. Il travaille dans une commission. Qui sont membres de cette commission-là? Le ministère de l'Intérieur, certains services de l'État, au plus haut niveau. Quand il travaille en commission, lui ne donne pas ses avis. Il donne les avis en tant que technicien. Il fait un rapport à la suite des travaux. Il fait un rapport à la suite des travaux en tant que technicien formé en cette matière-là. Il se limite là. Quand on prend les drafts de ces ordonnances-là, parlons même pas des ordonnances, parce que jusque-là, en commission, il n'y a pas d'ordonnance. Ce sont des propositions. Des propositions de noms. Ce n'est pas lui qui propose des ordonnances. Les ordonnances que le chef de l'État a signées ont été préparées à la présidence de la République. Par son cabinet. Par son cabinet. Qu'est-ce que le pauvre monsieur Ndonda a à faire dedans? Quand le cabinet prépare ses ordonnances, le monsieur n'est pas là. Au moins, lui sait qu'il avait fait un travail, il avait soumis à la commission. Si la commission, qui est composée de la PNC, du ministère de l'Intérieur, j'aurais même appris que le ministère de la Défense, il y a plusieurs secteurs ou plusieurs ministères qui entrent en jeu dans cette commission-là, avait validé son travail se limite par là. Vous voulez dire parce que, à la présidence de la République, le chef de l'État a un conseiller spécial en matière de sécurité. C'est quoi son travail? Vérifier ce travail-là. Le chef de l'État a plusieurs collèges qui ont trait à cette matière-là de sécurité. Le chef de l'État a un DIRCAB et des DIRCABA qui doivent vérifier de peigne fin toutes ces ordonnances. Filtrer, non, pardon. Ce n'est pas le travail de M. Ndonda. Non. Donc, d'après vos analyses, vous déresponsabilisez totalement il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de mise en place. Il n'est pas responsable. Donc, il a été arrêté injustement alors? Injustement, comme d'habitude. Comme tous ces militaires qui sont arrêtés en prison. Ils sont arrêtés injustement. Ils sont arrêtés parce que les gens qui font le travail au nom pour le compte du chef de l'État ne savent pas s'assumer. Très bien, merci beaucoup. Ils ne savent pas s'assumer. Alors, comme ils ne savent pas s'assumer, ils veulent jeter la responsabilité à X personnes. Et cette fois-ci, comme
Leur souci était qu'on retrouve des Kassaïens à la tête des grandes villes. Ces Kassaïens n'existaient pas parce que certains sont partis en retraite, soit certains n'ont pas les épaules pour assumer ces responsabilités. On a proposé des hommes et des femmes compétents qu'il fallait proposer. Ah non, on va arrêter un monsieur pour le jeter en prison. Pour le tribalisme. Pour le tribalisme. C'est faux et archi faux. Et nous disons que ces choses doivent prendre fin. Et de pareils actes comme ça ne créent pas l'harmonie, ne créent pas la sérénité dans nos services. Très bien, Jean-Serge Tchiba. Ça traduit même l'amateurisme de ce qui se fait aujourd'hui. Vous aimez bien les mots amateurisme? Ah oui, parce que ça englobe beaucoup de choses. Très bien, Jean-Serge Tchiba. Merci pour cette analyse technique. Le commissaire et divisionnaire Ndonda serait arrêté pour tribalisme parce que n'ayant pas favorisé certains officiers issus de l'espace Grand Kasaï, nous renseigne une source au sein de services de la police nationale congolaise. Les sources ne sont pas brûlées. On va passer à autre chose. Il nous reste très peu de temps, 9 minutes. Union sacrée. L'Union sacrée, cette fois-ci, dotée d'une charte. Elle est devenue une plateforme électorale. Elle est née dans le même cadre, contexte et conditions que le procès de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'on vous a copié et que l'Union sacrée est sur les traces de Kabila, c'est-à-dire que celui qui sera présenté comme candidat de l'Union sacrée, je parle de Félix Tshisekedi, échouerait, comme on l'a vu un peu avec Emmanuel Ramazan Shadari, parce que, dit-on, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'Union sacrée est née dans les mêmes conditions que l'FCC. Votre réaction? Très cher compatriote Patrick Lokala, après avoir vu ce que j'ai vu à la télévision, les jours de la signature de la charte de l'Union sacrée, vous avez vu quoi? Je vis tout un gouvernement de la République aller signer la charte de l'Union sacrée. Je vis le chef des corps. C'était une surprise pour vous? À l'instar de Mbouss, de Bati, aller signer la charte de l'Union sacrée. C'est ce qu'on vous reprochait, vous aussi, non? Alors je me suis posé une question. Est-ce que dans l'Union sacrée, il y a des hommes sérieux? Vous avez fait la même chose, Jean-Serge Tchiba. Est-ce que Mbata est-il un constitutionnaliste sérieux? Est-ce que Mbata peut encore bénéficier de ce titre de professeur d'université? Il peut encore bénéficier aujourd'hui de ce titre de professeur. S'il est sérieux, Mbata devait demander pardon à la nation. Demander pardon? Oui. Pour avoir fait quoi? Parce que quand nous avions mis sur pied la FCC, Mbata a vilipendé le nom de Kabila. Je me rappelle encore de cette conférence en Afrique du Sud où il dit de son vivant, en tant qu'expert en droit constitutionnel, il n'a jamais vu tout un gouvernement se transformer en plateforme politique. Et que les chefs de corps, certains ministres signaient une charte d'une plateforme politique. Aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Et de la plus mauvaise manière. Mbata doit demander à la population pardon. Mbata doit demander pardon à Joseph Kabila pour avoir vilipendé son nom. Et aujourd'hui, que toutes ces choses ont été faites, Mbata ne dit aucun mot pour fustiger comme il avait fustigé à l'époque de Joseph Kabila. Il ne fustige pas parce qu'aujourd'hui, il cherche à protéger son poste qui l'aide à faire gonfler son type digestif à l'Assemblée nationale. Il a peur de critiquer. Sa peau de professeur est où? Sa peau de constitutionnaliste est où? Donc, vous voyez que des fois, ça ne sert à rien de critiquer. Quand on est à l'opposition, ne faites pas de critiques pour les critiques. Ça, ne faites pas des choses pour plaire à un groupe de gens. Maintenant, le fond. Les fonds, parce que l'Union sacrée est partie sur les mêmes bases
que le FCC. Est-ce qu'ils sont dans le bon? L'union sacrée d'abord, c'est quoi? On nous avait dit que c'est une vision des chefs de l'État. Cette vision n'a jamais été claire. Cette vision n'a jamais été définie, Patrick Lokala. Maintenant, c'est clair. Il y a une charte. On ne charte. va pas refaire l'histoire. C'est ce que j'ai dit. La charte dit quoi? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous êtes en possession de cette charte-là? Si c'est que de l'autorité suprême. L'autorité suprême. Aucune autre plagiat, personnalité. En lieu place de parler de l'autorité morale, on parle de l'autorité suprême. Donc, nous sommes revenus à l'époque du maréchal. L'autorité suprême. Et dans la charte, on dirait que l'autorité suprême, c'est lui... les candidats naturels. Les candidats naturels, et c'est lui qui réglerait les différends en cas de problème entre signataires de cette charte. Alors que les chefs de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut pas occuper un poste politique au sein actif. d'une organisation politique. Un poste actif au sein d'une organisation active. Ça veut dire que la charte de l'Union sacrée a violé les prescrits de la Constitution. Intentionnellement. La charte de l'Union sacrée a violé intentionnellement le prescrit de la Constitution, comme les statuts de l'IDPS violent intentionnellement les statuts ou le prescrit de la Constitution. Parce que quand vous prenez les chartes de l'UDPS, nullement il est écrit ou nullement on a écrit les titres de l'autorité morale. Ça n'existe pas. On parle du président national de l'UDPS. Et à ce que je sache jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a qui a cette fonction-là du président national de l'UDPS, c'est M. Tshisekedi. Ça, c'est d'après vous. Il a écrit une lettre. Hein? D'après les textes. Il a laissé mandat à Kabunda Kabunda. On connaît la suite. Hein? Après. On connaît la suite. Après Kabunda Kabunda. Maintenant, on a investi Kabouya comme agissant au nom du président. Donc, empêché. Ouais. Vous voyez que cette maladie pathologique des violations des textes commence de l'UDPS à l'Union sacrée jusqu'au sommet de l'État. On a dit l'Union sacrée, charte, une plateforme électorale présentement avec beaucoup d'hommes forts, fait peur à Kabila et à l'opposition. L'Union sacrée est une nébuleuse au pied fragile. Pourquoi? L'Union sacrée est remplie aujourd'hui de partis mallettes et de partis régionaux. Je vous donne un exemple. Mbosso est membre du présidium. Mbosso est membre du présidium de l'Union sacrée. Le chef de corps. Hein? Chef de corps. Mbosso avec son parti. Il a combien de députés à l'Assemblée nationale? Mbosso est lui-même le seul et l'unique député de son parti. Le parti de Mbosso est implanté seulement à Kanlouka. Le parti de Mbosso là est implanté à Kanlouka. À part Kanlouka, quand vous quittez Kinshasa, vous quittez les centres-villes ici, Maluku, vous allez à l'entrée de Kenge. Vous allez voir les drapeaux du parti de Mbosso. Et donc, ces messieurs-là ne pèsent pas. Samalukonde. Samalukonde est identique avec Mbosso. Il est Premier ministre. Je crois son parti n'a qu'un seul député national. Son parti. Qui est en réalité le parti de Patrick Bologna. Qu'eux ont copié. N'a qu'un seul parti, un seul député national. Et vous prenez le poste de Premier ministre et vous donnez à une telle personne. Samalukonde a quel ancrage politique dans les Katanga? Il représente quoi comme poids politique dans les Katanga? Pour ne pas parler du Congo. Zéro. Mais il y a le parti de Samalukonde est implanté où? Nulle part. Même dans le Katanga. Nous étions au Katanga. Vous avez vu un seul drapeau du parti de Samalukonde. Moi, je ne réponds pas aux questions. Mais il y a quand même Jean-Pierre Bemba qui a quand même... Allô, Molo. Allô, Molo. Jean-Pierre Bemba. Oui. L'MLC est un parti régional qui se cherche aujourd'hui à être implanté partout.
MLC n'est plus le MLC d'avant. MLC a perdu beaucoup de cadres. MLC, aujourd'hui, c'est un parti régional. Vital Kamerhe n'est plus le Vital Kamerhe de 2006. Ah, vous voulez seulement revenir à l'époque où vous étiez membre du PPRD. L'homme a Vous êtes été... nostalgique, hein? Vital Kamerhe, en créant l'UNC, il avait des ambitions présidentielles. Le malheur d'avoir fait le choix d'un mauvais casting, d'un mauvais collaborateur, ces collaborateurs ont ruiné la vie de Vital Kamerhe avec les procès 100 jours. Le procès 100 jours est un procès qui a détruit politiquement Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aujourd'hui n'a plus de personnalité. Ah, il est récompensé. Vital Kamerhe, il est devenu le Vital Vietnam Kamerhe de n'a plus l'économie. de dignité. Vital Kamerhe n'a plus d'honneur. Vital Kamerhe n'est plus le Vital Kamerhe de l'époque de Joseph Kabila. C'est devenu quel Vital Kamerhe? Il a perdu du crédit vis-à-vis de la population. Et vous pouvez voir l'image ou les images de sa descente il y a des jours à Bukavu. Il a fait le plein? Les images, vous allez les voir. Vous allez comprendre que Vital Kamerhe a perdu le poids politique. Il n'est plus le même. Moi, en tant qu'un analyste averti, j'ai compris que l'objectif de ces procès-là, c'était de ruiner la carrière politique de Vital Kamerhe. Enfin, que ces derniers... L'objectif a été atteint. L'objectif a été pour que ces derniers ne puissent plus avoir des ambitions présidentielles. Que Vital Kamerhe soit réduit à sa plus petite expression, afin qu'il soit cet homme qui sera serviable, qui soit à l'écoute, qui soit quelqu'un qui va accepter n'importe quoi à la demande de M. Félix Tshisekedi. Et ça a été fait. L'homme a été atteint. Qui encore? IDPS. IDPS. Non, il y a Bati. Bati. Il est fort, hein? Il a beaucoup de députés. AFDC à l'époque, avait acheté des députés. Je vous donne des cas. Je vous donne des cas. Mbenguele était député élu du PPRD. Non, Adel Kaïd. C'était des députés du PPRD. Ils sont nombreux. À cause de la transhumance et du vagabondage politique, on les a achetés. Ils ont basculé dans AFDCA. Aujourd'hui, l'AFDCA a plusieurs problèmes. Problème de leadership, problème d'implantation. Je ne vois pas l'AFDC a amené des voix à M. Félix Tshisekedi. Le dernier de ces présidiums, c'est l'IDPS. L'UDPS, représenté par Kabouya. L'IDPS, vous savez que c'est un parti désorganisé. L'IDPS, vous savez, c'est un parti tribaliste du président du parti, de l'autorité suprême, jusqu'en bas, les derniers membres du comité national, il n'y a que des balouba. Qui est cet homme-là d'Iban nous va voter membre de l'UDPS? Je vous pose la question. Donc pour vous, il n'y a pas de poids lourd dans ces présidiums? Non, il n'y a pas de poids lourd. On a nommé des gens, mais des gens qui sont venus avec qui sont venus avec des choses anciennes. Alors répondez à ma question. Nous connaissons. Parce nous que connaissons leurs limites. Excusez-moi. Nous connaissons leurs Excusez-moi, faiblesses. on va finir par là. D'après moi, ça c'est ma façon de voir les choses. Je pense que l'Union sacrée version charte ressemble au FCC qui n'a pas réussi à faire élire Chadari. Est-ce que le FCC... Ça c'est vous qui le dites. Hein? C'est moi qui le dis. C'est vous qui Bien le dites. entendu, c'est moi qui le dis. C'est ce que je dis. Mais laissez-moi finir ma réflexion. Oui, allez-y. Donc pour moi, l'Union sacrée version charte ressemble au FCC né dans les mêmes conditions qui n'a pas réussi à faire élire Emmanuel Ramazani Chadari. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous pensez que, comme l'Union sacrée est partie sur la même base que le FCC, Félix Tshisekedi, porté par l'Union sacrée, échouait comme Chadari? Il faudrait faire une différence. L'Union sacrée n'est pas partie sur le même base que le FCC. Ah, là vous n'êtes pas d'accord. L'Union sacrée n'a pas les mêmes hommes. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. L'Union sacrée n'a pas les mêmes hommes que le FCC de l'époque. Et en tout, l'autorité suprême de l'Union sacrée est différente de l'autorité morale du FCC. Ah, c'est toute la différence. En quoi ils sont différents? En tout. Par leur manière de réfléchir, par leur manière de faire les choses, tout.
Et l'atout majeur du FCC, c'était d'abord l'homme qui était en tête, l'autorité morale. C'était l'atout majeur. L'atout majeur. Et l'atout majeur. Le reste, ceux-là qui l'accompagnaient, c'était des gens qui devaient suivre la route qu'il avait déjà tracée. Pour preuve, aujourd'hui, ils sont partis, le FCC continue, le PPRD continue. Les gens ne nous avaient pas donné 4 ans. Les gens disaient, à une année juste, le PPRD va disparaître, le FCC, on n'en parlera plus. Kabila appartenant au passé. Très bien. Moi, j'ai parlé en termes d'élection parce que le FCC avait porté un candidat qui a échoué. Aujourd'hui, l'Union sacrée... Et qui avait gagné? Aujourd'hui, l'Union sacrée... Et qui avait gagné ces élections? Dans les mêmes conditions que non, mais le si vous FCC, voulez... avec un candidat si vous voulez, Patrick Lokala, que nous puissions parler de ces élections, cherchons une émission spécialisée. Nous allons en parler. Très bien. Qui avait gagné les élections? Très bien. Vous refusez quand même que l'Union sacrée n'est pas née dans les mêmes conditions que le FCC. Non, parlons. C'est votre droit. On va passer à autre chose. Itikali, combien de minutes? 3. Le CESAC est allé chercher des fonds par le prêchement de son président, 17 millions de dollars chez RFI, France 24 et Canal+. Je ne pense pas que c'est ça que Christian Bossembe a rencontré, son interlocuteur de la France, le régulateur français. Est-ce que vous pensez que... Parce qu'ici, ce sont des comparaisons, des petites comparaisons comme ça, qui font parler. Loin de nous l'intention de faire des polémiques. Mais la version du CESAC sous Félix Tshisekedi, c'est 17 millions de dollars de projets pour l'amélioration de la professionnalisation des médias, du contenu médiatique. Et pour cela, son président est allé en France, où quand même il est tombé sur de mauvaises personnes qui l'ont rossé. On en parlera. On en parlera. Mais parlons est-ce que sur le plan de la vision, le plan de la vision... Non, la vision est bâclée. Il n'y a pas une vision. La vision est bâclée. Christian Bossembe, c'est un théoricien. Il est fort en théorie. Il ne fera rien à la tête de cette organisation. Il est porté d'un projet de 17 millions il ne fera rien. Parce que, apparemment, il n'a pas compris pourquoi il est là. Il n'a pas compris. Deuxièmement, Bossembe, président du CESAC. Les CESAC qui dépendent d'un gouvernement qui a mobilisé 16 milliards de dollars. Bossembe est président du CESAC. Les CESAC dépendent d'un gouvernement qui a mobilisé 16 milliards de dollars avec de réserves à devises à l'auteur de plus de 6 milliards de dollars. Mais c'est le président de ces CESAC-là qui va chercher 16 millions. 17 millions. 17 millions à l'étranger. C'est une chez honte. RFI, France 24 c'est une honte. Et Canal+. Bossembe devait avoir honte. Et cela traduit la politique, il y a le lombo, la politique de la main tendue, qui est pratiquée à la présidence de la République jusqu'au CESAC. Bossembe est sur le chemin de Félix Tshisekedi. Politique, il y a le lombo. Il a compris, le chef de l'État fait 275 voyages en train de... franchement, les gens n'ont pas honte. Vous avez un budget de 16 milliards. Pourquoi tu dois aller chercher 17 milliards chez 17 millions. 17 millions chez Canal+. Chez Canal+, RFI, France 24. Pourquoi le gouvernement de Fatih Béton a 16 milliards dans les trésors publics. Pourquoi toi, président du CESAC de notre pays, tu dois aller quémander 17 millions là-bas? Parce qu'on en a assez. 17 milliards, c'est beaucoup. 16 milliards, c'est beaucoup. S'il faut défalquer 17 millions pour le président du CESAC, c'est rien. C'est pour vous, il ne pouvait pas aller... c'est rien. Aller chercher des fonds à l'étranger. En réalité, la démarche de Bossembe, la réalité est en train de le rattraper. De la rattraper, mais surtout la réalité est en train de le frapper en plein visage. Quelle réalité? La réalité du mensonge, de la diabolisation, la réalité du cadiochia. Vous qui êtes au gouvernement, parce qu'il ne reconnaît pas que je ne suis pas membre de famille politique du chef de l'État et tout ça, oui, on vous accorde, vous êtes journaliste. Réserve d'échange de 6 milliards.
Budget 17 milliards. 16 milliards. 16 milliards. Le président du CESAC cherche 17 millions de dollars. Pourquoi doit-il se déplacer en France? Il n'a qu'à plaider au gouvernement. Il n'a qu'à demander à M. Samalou Condé. M. Samalou Condé, voici mon projet. Voici ma vision pour la transformation du CESAC. Voici ma vision pour le média congolais. Donnez-moi 17 millions et je vous fais un travail exceptionnel. L'argent est sorti. Ici, les cas échéants, on n'a pas d'argent. Parce que si en réalité, si et seulement si on avait 17 milliards dans les trésors publics, Bossembe ne serait jamais en France. Il n'allait jamais prendre le risque d'être tabassé par les combattants pour aller chercher les 17 millions. Si on avait 17 millions, 16 milliards de budget, les championnats congolais n'allaient pas s'arrêter. On n'allait pas manquer l'argent pour payer les députés provinciaux qui sont aujourd'hui à 2 ans d'impayement. Qui ont 2 ans d'impayement aujourd'hui. Si on avait un budget de 16 milliards de dollars, on n'allait pas aller quémander 5 millions de la Banque mondiale, c'est pas 10 millions des États-Unis et tout ça. Si on avait un budget de 16 milliards de dollars, les enseignants ne seront pas en grève. Aujourd'hui, avant de faire votre mission, avant de vous rencontrer, j'ai suivi les syndicalistes de la fonction publique qui disent qu'ils n'ont jamais touché le salaire de mois de mars. Très bien. Jusqu'aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous poser la dernière question. Question, Jean-Serge Tchibin. Je voudrais vraiment que vous soyez libre en répondant à cette question. Vous avez assisté à... Vous avez vu sur les réseaux sociaux cet extrait de vidéo au cours de laquelle on a rossé notre compatriote, Christian Bossembe. Nous avons d'ailleurs condamné pour la plupart des cas. On sait tous que Bossembe avait traité Kabila de Nyei, matière fécale. Et quand vous avez vu Bossembe être rossé par les combattants, quel était votre sentiment en tant qu'humain et en tant que politique? Patrick Lokala, nous sommes un grand parti. Je suis disciple de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un homme de paix. C'est un homme qui prône la non-violence. Je me rappelle encore de l'époque où on avait tabassé notre grand-père Kengo Adondo, on avait tabassé Mokolo Apombo, on a tabassé chez Okitundu, on a tabassé la mère Mende. Papi Tamba également. Papi Tamba, ils sont nombreux. Nous avions condamné ces actes. Parce que ces actes n'honoraient pas la République. Parce que ces actes n'honoraient pas l'État congolais. Ces actes n'honoraient pas la dignité de cette nation qui est la République démocratique du Congo. De la même manière que nous avions condamné de l'époque, ces actes de l'époque de Kengo Adondo, de la même manière nous avons condamné ces actes de barbarie sur Christian Bossembe. Mais ici, j'aimerais tirer l'attention de certains dialoguistes, de ceux qui sont devenus chantres de l'union sacrée, de faire très attention. La roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Et l'histoire doit nous enseigner. Parce que quand on avait tabassé Mendo, on avait tabassé Chokino, les gens étaient contents. Ils avaient applaudi à l'époque. Hein? Christian Bossembe était très content. Et on chantait Lumbe Lumbe, Mouette Mouette, Lumbe Lumbe, Mouette Mouette. Les Lumbe Lumbe, les Mouette Mouette. C'était très bien pour Mende, pour Chokitundu, pour Kengo Adondo. Mais quand le même Lumbe Lumbe s'est retrouvé sur Christian Bossembe a crié Nazande Konabino, Nazande Konabino, Nazande Konabino. Il avait compris qu'au-delà de nos divergences, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et les combattants là aussi disaient à Christian Bossembe, Tobenga Kiyo, tu avais fui pourquoi? Il fallait nous approcher, on devait discuter en tant que frères. Pourquoi tu avais fui? Et l'autre qui disait, Tikaya Pema, respirez, respirez. Parce que quand vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre que l'intention n'était pas de nous à Christian Bossembe. Non, pas du tout. L'intention, c'était d'interpeller à Bossembe. Que tu es devenu chantre d'un gouvernement, d'un régime aux abois, d'un régime des incompétents qui n'arrivent pas à donner des solutions congolaises. On l'avait interpellé pour discuter de face ou en face avec le combattant. Il avait fui. C'est comme ça qu'ils étaient énervés. Le message, c'était quoi?
Les combattants étaient venus dire à Christian Bossembe, nous ne sommes pas des combats tabac. Parce que ici, ces régimes appellent les combattants les combats tabac. Lui-même les avait insultés copieusement. Des gens, des ratés. Voilà, des ratés, des haineux. Des jaloux, ces combattants-là, ce sont des gens, la plupart qui ont raté. Très sévère envers nos frères de l'Europe. Ah, voilà. Ces gens-là étaient venus lui dire que nous ne sommes pas des ratés. Certains ont beaucoup étudié. Et moi, aujourd'hui, j'ai découvert des hommes intelligents, des femmes intelligentes dans ces lots-là des combattants. Certains, je parle avec eux aujourd'hui. Certains, ceux qui ont des esprits éclairés, m'ont demandé pardon. On demandé pardon à Joseph Kabila. On a été induit en erreur. Pourquoi? Nous, à l'époque, sachant que ceux-là qui nous insultaient, ceux-là qui tabassaient les officiels congolais étaient nos frères, Kabila n'avait pas croisé les bras, au-delà de leur violence. Parce que nous qui prenons la non-violence, il fallait trouver des solutions de mécanismes pour discuter avec eux. C'est comme ça qu'on avait déclenché des discussions qui avaient abouti à l'arrivée ici à Kinshasa d'un groupe de combattants. Rappelez-vous de Rex Kazadi. Rex Kazadi avait quitté l'Europe, lui qui était le meneur des combattants de cette époque-là, avec une délégation de combattants qui était venue ici, avec leurs revendications pour donner au gouvernement. C'était déjà le début pour aboutir à un fin... Oui, mais Christian Bossembe a dit que voilà, il faut qu'on discute avec le combattant. Ceux qui avaient créé ces mouvements-là de combattants, ceux qui avaient nourri, ceux qui avaient financé ces mouvements-là, sont au pouvoir. Ils ont coupé le pont qu'il y avait. Ils ont rompu toute discussion. On a abandonné ces combattants qui avaient marché pour l'UDPS, qui avaient contribué pour le fonctionnement de l'UDPS. Merci beaucoup. Qui nourrissaient les cadres de l'UDPS. N'oubliez pas, chaque mois, ces combattants-là envoyaient l'argent pour nourrir les cadres de l'UDPS. Envoyaient les vêtements, envoyaient même des véhicules pour les cadres de l'UDPS ici. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont rejetés. C'est tout à fait normal, ce sont nos compatriotes, ils peuvent être frustrés. Mais ici, nous demandons, comme Bossembe reconnaît maintenant qu'il faut discuter, il faut dialoguer avec ces gens-là, je pense que lui sera le porte-parole des combattants. Après avoir subi les Lumbe, il ne va plus les insulter. Lui-même doit cesser d'insulter les combattants et lui-même doit se faire le porte-parole des combattants pour plaider il reste à savoir pour le gouvernement afin de rétablir les liens qui étaient établis à l'époque de Joseph Kabila pour discuter, prendre ce qui est de bon dans leurs revendications, les mettre en pratique, mais aussi recréer le climat de paix, de sérénité, recréer les liens de solidarité entre compatriotes congolais, ceux qui vivent ici et ceux qui sont de là, et au niveau de l'Europe, de la diaspora. C'est ça qui fera la force de notre nation et de notre pays. Merci beaucoup, Jean-Serge Tchibin, le nationaliste. Très percutant, très élégant, comme toujours, la jeunesse de la Kabylie. Aujourd'hui, la Kabylie est choyée. La Kabylie Votre autorité morale est un peu applaudie ici et là. Ce n'était plus le cas à l'époque. Joseph Kabila, ça vous réjouit quand pour même. Votre information, il reste l'homme le plus populaire en République démocratique du Congo. Arrêtez. Qui vous a dit ça? Sa femme reste la femme la plus populaire. Qui vous a dit ça? La femme la plus aimée. Quelle étude avez-vous Je vous donne le dernier sondage. Mama Warou, que je salue, le mois de mars, a fait Goma, vous avez vu les images. Elle a fait Bukavu, vous avez vu les images. Comparez les images de Mama Warou, Olive Lembe, et l'arrivée de Vital Kamerhe et son meeting. Sur le plan de popularité, Mama Warou a fait mieux que Vital Kamerhe dans la partie. Mama Warou fera mieux que Bemba, que Vital Kamerhe, que Mbosso, Samalukonde Réni. Non, je parle de l'arrivée des Kamerhe. Mama Warou a fait mieux que Kamerhe dans la partie Est. Oui, à Bukavu précisément. Et vous pouvez prendre Samalukonde, Bemba, Vital Kamerhe, Mbosso, le présidium de l'Union Sacrée Réunie, face à Maman Olive. Ces gens-là seront KO. Mais je vous dis. Et monsieur Silé. Et les images sont là. Les images, vous avez vu l'arrivée de Maman Warou au Katanga, à Lubumbashi. Les images sont là. Non, l'émission est terrible. Comparez ces images. Nous ne faisons pas une émission sur Maman Warou ici. Émission Silé. Donc, respectez Joseph Kabila. Il est un peu applaudi pour cette République.
C'est l'homme politique le plus aimé de ces pays. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais... Qui est devenu agriculteur et éleveur. Joseph Kabila reste l'homme politique et le plus actif. Méfiez-vous. Qui est devenu agriculteur. Joseph Kabila est plus actif. C'est l'homme politique le plus actif, plus que ceux qui sont au gouvernement. Merci beaucoup. Et c'est ces pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, très cher frère. Merci beaucoup. Alors, cette émission est définitivement terminée. Elle a été réalisée par Derrick Loukeba. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Télé News RDC.